À 2 heures du matin, mon demi-frère m'a poignardé avec un tournevis. J'ai ressenti une vive douleur à l'épaule pendant que mes parents riaient. Arrête d'exagérer. Le sang coulait pendant que j'envoyais un message d'appel à l'aide avant de m'évanouir. Ce qui s'est passé ensuite a secoué toute la maison. Je m'appelle Léla, j'ai 19 ans et je suis soldate dans l'armée des États-Unis, stationnée à Fort, Texas. Ma maison n'est pas un foyer, c'est un enfer. Je vis avec mon père Walter, ma belle-mère Judith et mon demi-frère Christopher. Et chaque jour avec eux, c'est comme marcher sur du verre brisé. Mais ce qui s'est passé ce soir de Thanksgiving était d'un autre niveau. Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille puisse tomber si bas. J'étais en permission pour quelques jours et je suis rentré à la maison parce que mon père avait insisté. C'est la tradition, a-t-il dit, comme si cela signifiait quelque chose dans notre famille dysfonctionnelle. La maison, une bâtisse à 2 étages en périphérie de Killeen, m'a toujours donné de mauvaises ondes. Y entrer, c'était comme pénétrer dans une cage. Ce soir-là, le dîner fut le désastre habituel. Judith, avec son attitude de reine venimeuse, ne manquait jamais une occasion de m'attaquer. Mon père, comme toujours, restait silencieux, la laissant tout gérer. Et Christopher, ivre avant même que la dinde ne soit servie, me regardait avec une haine pure. Alors, l'armée, Léla ? Tu es déjà général ou tu continues de nettoyer des bottes, lança Judith avec un sourire sarcastique en coupant sa nourriture. Christopher laissa échapper un rire moqueur et mon père ne leva même pas les yeux de son assiette. Je suis spécialiste, ai-je répondu, en essayant de ne pas tomber dans son jeu. Et je suis en formation pour devenir sergent. J'avais travaillé dur, passant des épreuves qu'il ne pourrait même pas imaginer, mais pour Judith, tout ce que je faisais était une plaisanterie. C'est mignon, dit-elle comme si elle parlait à une enfant. Mais ici, dans la vraie vie, les choses ne sont pas si faciles. Christopher marmonna quelque chose que je n'ai pas compris, mais son regard en disait assez. J'en avais marre de leurs sous-entendus, alors je me suis levé. Je vais dans ma chambre. Merci pour le dîner, ai-je dit, et j'ai monté les escaliers avant que quiconque puisse répondre. Ma chambre était la seule chose qui me permettait de garder la tête froide, petite, avec un lit, un bureau rempli de manuels militaires et une fenêtre donnant sur un jardin arrière négligé. J'ai fermé la porte et je me suis jeté sur le lit, essayant de ne pas penser à eux. Il était environ 2 heures du matin quand tout a dégénéré. J'étais à moitié endormi, regardant mon téléphone, quand la porte s'est ouverte brusquement. Christopher était là, titubant, une bière dans une main et un tournevis dans l'autre. Il sentait l'alcool à des kilomètres et ses yeux brillaient d'une rage qui m'a mis en alerte. « Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas ?» a-t-il grogné en faisant un pas vers moi. Mon entraînement militaire s'est activé instantanément. Je me suis assise sur le lit, prête à bouger si nécessaire. « Christopher, sors de ma chambre. »« Tu es ivre ?» ai-je dit en gardant une voix ferme. « Ne me donne pas d'ordre » a-t-il crié, puis soudain, il s'est jeté sur moi. J'ai ressenti une douleur brûlante à l'épaule, comme si on m'avait planté un couteau. J'ai regardé et j'ai vu le tournevis s'enfoncer dans ma chair, juste en dessous de la clavicule. Le sang a commencé à couler rapidement, tachant mes vêtements. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié en le repoussant avec force. Il est tombé en arrière, mais s'est relevé en riant comme un fou. « Ça t'apprendra à te la péter » a-t-il dit, tenant toujours le tournevis ensanglanté. Mon sang. La douleur était brutale, mais elle ne m'a pas paralysé. J'ai attrapé mon téléphone, la main tremblante, et j'ai envoyé un message au sergent Isabelle, ma mentor à la base. SOS, maison, poignardée. Je n'avais pas le temps pour plus. J'ai entendu des pas monter l'escalier. Je pensais que mes parents allaient au moins m'aider, mais comme je me trompais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a dit Judith en apparaissant sur le seuil, mon père derrière elle. Elle a vu le sang couler le long de mon bras, le tournevis dans la main de Christopher, et pourtant, Judith a croisé les bras. Une égratignure. « Et tu fais déjà tout un drame, Léla. »« Il m'a poignardé. » ai-je crié en désignant Christopher qui était maintenant assis par terre, en train de rire. Mon père s'est contenté de regarder le sol, comme s'il ne voulait pas voir. « Tu l'as sûrement provoqué, » a dit Judith en haussant les épaules. « N'est-ce pas, Walter ?» Mon père a hoché la tête sans rien dire. Je n'arrivais pas à le croire. Ma famille se moquait de moi pendant que je me vidais de mon sang. La douleur me brouillait la vue, mais j'ai réussi à composer le 911. Blessure par arme blanche,
ai-je murmuré à l'opérateur avant que tout ne devienne noir. Je me suis réveillé à l'hôpital, sous des lumières vives, avec une infirmière à mes côtés. « Ça va, ma chérie ?» a-t-elle dit. « Tu as perdu beaucoup de sang, mais tu vas t'en sortir. » Mon épaule était bandée et chaque mouvement était un supplice, mais j'étais en vie. Le sergent Isabelle est entré peu après, dans son uniforme impeccable, avec un regard capable de fendre des rochers. « Que s'est-il passé, Léla ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. Je lui ai tout raconté. Le dîner, les moqueries, l'agression, l'indifférence de mes parents. Elle a écouté sans m'interrompre, en serrant les poings. « Ça ne va pas en rester là », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. « Nous allons monter un dossier. Tout ce qu'ils t'ont fait, nous allons le documenter. Ils ne s'en tireront pas comme ça. » Elle m'a donné un carnet et un stylo. « Écris tout ce dont tu te souviens. Chaque insulte, chaque menace. C'est un combat, et tu sais te battre. » Isabelle était dure, mais elle me connaissait. Elle savait que je n'abandonnais pas. Cette nuit-là, à l'hôpital, j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas seulement pour l'agression, c'était pour des années de maltraitance. Judith qui m'humiliait à chaque occasion, comme lorsque, à Thanksgiving l'année précédente, elle avait dénigré une bourse que j'avais obtenue. Christopher qui avait déchiré mon uniforme militaire, par accident, et en avait ri. Mon père, toujours silencieux, laissant tout faire. Chaque mot que j'écrivais était un pas vers ma libération. La douleur dans mon épaule me rappelait à quel point j'avais failli tout perdre, mais écrire me gardait concentré. Le sergent Isabelle est resté avec moi jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital, 2 jours plus tard. « Ne retourne pas seul dans cette maison », m'a-t-elle dit, avec cette voix qui ne laissait aucune place à la négociation. « Reste à la base jusqu'à ce qu'on ait un plan. » J'ai accepté. Je ne voulais pas voir ma famille. Pas après ce qu'ils avaient fait. Mais fuir ne suffisait pas. Je voulais la justice. À la base, je me suis installé dans les quartiers. Mes camarades ont remarqué le bandage, mais n'ont pas posé de questions. Les soldats savent quand se taire. Isabelle, en revanche, ne m'a pas laissé de répit. « Nous allons monter un dossier solide », a-t-elle dit en apportant un classeur. « Nous avons besoin de preuves, de messages, de photos, de tout ce que tu peux trouver. » Je me suis souvenu de son conseil. Les preuves sont ton arme, et j'allais l'utiliser. J'ai fouillé dans mon téléphone et j'ai trouvé de l'or. Un enregistrement audio datant de plusieurs mois, quand Judith m'avait acculé dans la cuisine. « Si tu ne contribues pas davantage, je te mets dehors », disait-elle d'un ton qui était du pur venin. J'avais aussi des photos de mon uniforme militaire déchiré par Christopher lors d'une de ses crises de colère, et des messages de lui se vantant de dépenser l'argent de mon père dans des paris. Chaque fichier était une pièce pour les faire tomber. Isabelle m'a présenté Ravière, un avocat qui aidait les militaires dans des cas comme le mien. C'était un homme calme d'une 30aine d'années, avec des lunettes et une aura qui inspirait confiance. « Léla, c'est sérieux ?» a-t-il dit en examinant mes preuves. « L'agression de Christopher est une agression armée. L'attitude de tes parents peut leur attirer des ennuis pour négligence, mais il y a plus. La maison est légalement à toi. » Je n'y avais pas beaucoup pensé. La maison appartenait à ma mère biologique, décédée quand j'étais enfant. Mon père et Judith l'avaient réclamée, mais les documents étaient toujours au nom de ma mère. Ravière a expliqué qu'en tant qu'héritière, j'avais des droits. « Nous pouvons utiliser ça », a-t-il dit. « S'ils veulent se battre, qu'ils sachent qu'ils peuvent tout perdre. » Le plan a commencé à prendre forme. Je ne voulais pas seulement justice pour l'agression, je voulais couper leur emprise sur moi. Isabelle m'a appris à être méthodique. « Pense comme si c'était une mission », disait-elle. « Chaque mouvement compte. » Alors, j'ai écrit tout ce dont je me souvenais. Judith me traitant d'inutile devant ses amis. Christopher rentrant ivre et criant que j'étais un fardeau, mon père laissant tout faire. Chaque souvenir était douloureux, mais me rendait plus forte. Une semaine plus tard, mon père a appelé. « Léla. Nous devons parler », a-t-il dit avec cette voix faible qu'il utilisait quand Judith le poussait à bout. Ce qui s'est passé avec Christopher était une erreur, mais tu ne peux pas mettre la famille dans les ennuis. J'ai senti la rage monter. Une erreur? On m'avait poignardé, et il appelait ça une erreur. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu et j'ai raccroché, mais j'ai enregistré l'appel. Isabelle m'avait dit de ne rien laisser passer.
Tout compte, répétait-elle. Christopher, pendant ce temps, continuait comme si de rien n'était. Je le voyais sur les réseaux sociaux, dans des bars, riant avec ses amis. Judith a commencé à répandre des rumeurs, disant que j'avais provoqué Christopher, que j'exagérais pour attirer l'attention. Typique d'elle, de tordre la vérité. Mais ce qu'il disait m'importait peu. J'avais des preuves, et c'était plus fort que leurs mensonges. Ravière a tout organisé. D'abord, une ordonnance restrictive, a-t-il dit. Ça les tiendra à distance pendant que nous préparons le grand dossier. Il a également suggéré des poursuites contre Christopher pour agression et une plainte civile contre mes parents. C'est pour des années de maltraitance, a-t-il ajouté. Nous pouvons prouver un schéma récurrent. L'idée de les affronter au tribunal me donnait la chair de poule, mais cela m'excitait aussi. Pour la première fois, je sentais que j'avais le contrôle. Isabelle m'a emmené dans un bureau à la base pour travailler sans interruption. Nous passions des heures à examiner des documents, à rédiger des déclarations. Tu es une soldate, Léla, me disait-elle. C'est une guerre, et tu vas la gagner. Un jour, en fouillant dans de vieilles affaires, j'ai trouvé une lettre de ma mère. Je l'avais gardée depuis mon enfance, cachée dans une boîte. Elle parlait de la maison, de comment elle voulait que ce soit un endroit où je grandirais heureuse. Lire cela m'a brisé le cœur. La maison n'était pas seulement des murs, c'était tout ce qui me restait d'elle. Judith et Christopher n'avaient aucun droit sur cet endroit. J'ai décidé que je voulais récupérer la maison. Pas pour y vivre tout de suite, mais pour en faire mon chez-moi, comme ma mère l'aurait voulu. Ravière a organisé une réunion avec ma famille, disant que c'était pour une médiation. L'idée était de les confronter aux preuves, de leur donner une chance de céder, et sinon, d'aller au procès. Le jour de la réunion, mon cœur battait comme si j'étais en mission. Isabelle et Ravière étaient avec moi. La réunion a eu lieu dans un bureau à Quilline. Mon père, Judith et Christopher étaient de l'autre côté de la table. Christopher avait ce sourire arrogant, comme si tout cela était une blague. Judith m'a regardé avec mépris et mon père a évité mon regard. Comme toujours. Ravière a commencé. Nous sommes ici pour les événements du 27 novembre et ce qui va suivre. Il a sorti les photos de l'agression, l'enregistrement de Judith, les messages de Christopher. Chaque preuve était un coup. Nous avons assez d'éléments pour des poursuites contre Christopher et une plainte contre vous tous, mais nous voulons vous donner une chance de résoudre cela. Judith a ri. Tu crois que tu peux nous faire peur, petite, a-t-elle dit. Mais quand Ravière a mentionné la maison et mon droit de propriété, son visage a changé. Mon père a levé les yeux, surpris. Christopher s'est tu. Nous ne voulons pas de la maison, a dit Judith, mais sa voix tremblait. C'était un mensonge. La maison était tout ce qu'ils avaient, et sans elle, ils étaient finis. Ce n'est pas un drame, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois. On m'a poignardé, on m'a humilié, et j'en ai assez. Vous signez une ordonnance restrictive et vous renoncez à la maison. Ou on se voit au tribunal. Ma voix n'a pas tremblé, même si à l'intérieur, j'étais un nœud de nerfs. Christopher s'est levé en criant qu'il ne laisserait pas une gamine lui prendre quoi que ce soit. Ravière l'a interrompu. Asseyez-vous, Christopher. Vos dettes et votre casier judiciaire ne vous aident pas. Un juge ne sera pas clément. Cela l'a fait taire. La réunion s'est terminée sans accord, mais je les avais secoués. Judith et Christopher étaient nerveux, et mon père semblait perdu. En sortant, Isabelle m'a donné une tape sur l'épaule. Bien joué, soldate, a-t-elle dit. Ce n'est pas fini. Cette nuit-là, dans mon quartier, je n'ai pas dormi. Je pensais à la maison, à ma mère, à la façon dont tout cela était plus grand que moi. Je me battais pour mon avenir, et même si je savais que ma famille ne se rendrait pas facilement, je savais aussi que je n'allais pas reculer. Cela ne faisait que commencer. Les jours suivants furent une course contre la montre. Ravière continuait d'organiser les preuves et le sergent Isabelle me gardait concentré. Ne te laisse pas distraire, Léla, me disait-elle. Ils vont tout essayer pour s'en sortir. Et elle avait raison. Un après-midi, j'ai reçu un message de Judith. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, disait-il, suivi d'une menace voilée sur les conséquences si je n'abandonnais pas l'affaire. J'ai tout enregistré et je l'ai transmis à Ravière. Parfait, a-t-il dit. Cela ne fait que renforcer notre position. Christopher, de son côté,
n'est pas resté inactif. Un soir, un ami de la base m'a dit qu'il l'avait vu rôder près des quartiers, comme s'il me surveillait. Je n'ai pas eu peur, mais cela m'a mise en alerte. J'ai signalé l'incident à Isabelle, qui a contacté la police militaire. S'il s'approche, il l'arrête, a-t-elle dit, et cela ne fera qu'alourdir les charges. Je me sentais comme en mission. Chaque mouvement de ma famille était une occasion de contre-attaquer. Pendant ce temps, j'ai continué à rassembler des preuves. J'ai trouvé un vieux reçu dans mes emails datant de l'époque où j'avais payé une réparation dans la maison avec mon propre argent. Judith avait dit que c'était ma responsabilité parce que j'y vivais, mais il ne m'avait jamais remercié. J'ai aussi déterré des messages de mon père me demandant de ne pas déranger Judith, comme si j'étais le problème. Chaque morceau de preuve était une brique dans le mur que je construisais contre eux. Ravière a décidé qu'il était temps de monter d'un cran. Nous allons déposer les charges contre Christopher et une plainte civile contre tes parents, a-t-il dit. Mais d'abord, nous avons besoin d'une audience préliminaire. Là, nous verrons s'ils sont prêts à négocier ou s'ils vont jusqu'au bout. L'idée de les affronter dans une salle d'audience me donnait la chair de poule, mais cela m'enflammait aussi. J'avais passé des années à supporter leurs abus en silence. Maintenant, j'allais parler, et ils allaient écouter. L'audience a eu lieu dans un petit palais de justice à Quilines, un bâtiment gris qui ressemblait plus à un bureau qu'à un lieu où se décidait le destin des gens. Isabelle était à mes côtés dans son uniforme impeccable, et Ravière portait un épais dossier avec nos preuves. En entrant, j'ai vu ma famille de l'autre côté de la salle. Judith avait les lèvres pincées, comme si elle contenait une rage qu'elle pouvait à peine contrôler. Christopher était débraillé, avec des cernes, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Mon père, fidèle à lui-même, regardait le sol. Le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, a d'abord écouté Ravière. Il a exposé l'affaire calmement, l'agression au tournevis, les preuves d'abus continus, la négligence de mes parents. Il a sorti l'enregistrement audio de Judith, les photos de mon uniforme déchiré, les messages de Christopher. Chaque mot était comme un coup de marteau. Puis il a présenté les documents de la maison, montrant que j'étais l'héritière légale. Ma cliente demande une ordonnance restrictive et le transfert de la propriété, a-t-il dit. Nous déposerons également des poursuites pénales contre Christopher pour agression. L'avocat de ma famille, un type nerveux qui semblait mal préparé, a tenté de les défendre. Il a dit que l'agression était un malentendu, que Christopher était ivre et que j'avais exagéré. Judith a même eu le culot de prendre la parole, disant que j'avais toujours été difficile et que je divisais la famille, mais le juge ne semblait pas impressionné. Quand Ravière a fait jouer l'enregistrement de Judith me menaçant, la salle est restée silencieuse. Même mon père a levé les yeux, comme s'il comprenait enfin la gravité de la situation. Le juge a accordé une suspension de séance pour que les parties discutent. Ravière nous a emmenés dans une salle à part. Ils sont nerveux, a-t-il dit. Ils n'ont pas grand-chose pour se défendre. Je pense qu'on peut les pousser à céder maintenant. Isabelle a hoché la tête. Fais-le, Léla. Termine ça. Nous sommes retournés dans la salle et Ravière a présenté une offre. Ma famille signerait l'ordonnance restrictive et renoncerait à toute prétention sur la maison. En échange, nous n'irions pas jusqu'à une plainte civile complète. S'ils refusaient, nous les entraînerions dans un long procès avec des accusations criminelles et tout ce que nous pouvions leur jeter à la figure. Judith a tenté de protester, mais son avocat l'a fait taire. Christopher était blême et mon père, pour la première fois, m'a regardé dans les yeux. Il n'a rien dit, mais son expression était celle de la défaite. Après quelques minutes de tension, ils ont accepté. Ils ont signé les papiers de l'ordonnance restrictive et ont renoncé à la maison. Le juge a approuvé, et c'est ainsi que, dans une salle froide de Quilines, j'ai gagné ma liberté. Mais je n'ai pas ressenti d'euphorie, juste du soulagement. J'avais gagné une bataille, mais les cicatrices physiques et émotionnelles étaient toujours là. Quand je suis retourné à la maison, ce n'était plus le champ de bataille dont je me souvenais. Avec l'aide de quelques amis de la base, j'ai commencé à la transformer. J'ai peint les murs en blanc, j'ai remplacé les vieux meubles par des meubles simples que j'ai achetés avec mon salaire. La chambre où Christopher m'avait attaqué était maintenant un espace lumineux avec une plante à la fenêtre et un nouveau bureau. Chaque changement était comme effacer une partie d'eux. La maison n'était plus à Judith, ni à mon père, ni à Christopher. Elle était à moi, et pour la première fois, elle ressemblait à un foyer. La cicatrice sur mon épaule est devenue un rappel, non pas de la nuit qui a failli me tuer,
mais de ce à quoi j'ai survécu. Je l'ai appelé ma médaille d'honneur, quelque chose que j'ai gagné en me battant pour moi-même. À la base, j'ai continué à m'entraîner et quelques mois plus tard, j'ai été promu sergent. Isabelle était fière, et moi aussi, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à parler à d'autres soldats, partageant mon histoire. Beaucoup avaient vécu des choses similaires, des familles toxiques, des abus que personne ne voyait. Avec le soutien d'Isabelle, j'ai organisé des ateliers à la base où nous enseignions comment documenter les abus et chercher une aide juridique. J'ai aussi donné des conférences lors de conventions militaires, racontant comment j'avais transformé ma douleur en force. Chaque fois que je parlais, je voyais des yeux s'illuminer, des soldats qui se sentaient moins seuls. Mon histoire n'était pas seulement la mienne, elle appartenait à tous ceux qui luttaient en silence. Un jour, alors que je peignais le porche de la maison, j'ai reçu une lettre. C'était de mon père. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Une partie de moi craignait ce qu'elle dirait, mais quand je l'ai fait, il n'y avait pas d'excuse, juste une ligne. Je suis désolé, Léla. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de son repentir. J'avais trouvé ma paix, et c'était suffisant. Maintenant, la maison est mon sanctuaire. Je plante des fleurs dans le jardin, quelque chose que ma mère aimait. Chaque jour, je me réveille en sachant que j'ai gagné quelque chose de plus grand qu'une maison ou un procès. J'ai gagné ma vie. Et tandis que je continue de servir dans l'armée, ma mission est claire, m'assurer que personne d'autre ne lutte seul contre les abus. Ma voix, ma cicatrice, mon histoire sont des armes pour éclairer les histoires réduites au silence des autres.